Madame la Première ministre, bonjour. Bienvenue ici à Rodez, dans les locaux de notre titre, Centre Presse Aveyron. Merci d'avoir accepté cette rencontre avec les lecteurs du groupe Dépêche qui sont face à vous et qui ont certainement beaucoup de questions liées à leur quotidien à vous poser aujourd'hui. Et avant de leur céder le micro, nous voulions revenir sur le climat social actuel, vite fait, et plus particulièrement sur la réforme des retraites au lendemain de la 11e journée de mobilisation. Dans un entretien qu'il a accordé à nos confrères de Midi Libre, Laurent Berger, le leader de la CFDT, s'est dit prêt à une nouvelle rencontre après l'échec de mercredi. Vous-même, dans Le Monde daté du jour, vous parlez d'apaisement, de ne pas brusquer les choses et appelez à respecter, je cite, une période de convalescence. Faut-il y voir une ouverture de votre part ? Et je souhaite, parce qu'il y a beaucoup de sujets dont il est utile qu'on puisse parler avec les partenaires sociaux, qu'on puisse, quand ils le voudront, reprendre des discussions sur des sujets importants qui sont notamment dans la réforme des retraites, sur la pénibilité, sur les carrières longues, sur l'emploi des seniors, et puis peut-être d'autres sujets qui ne sont pas en tant que tels dans la réforme des retraites, mais qui sont aussi mis en lumière quand on parle retraite et donc travail, sur les perspectives de déroulement de carrière, sur les rémunérations, évidemment sur le pouvoir d'achat. Donc je souhaite qu'on puisse rapidement reprendre ces échanges avec les organisations syndicales et patronales que j'ai également reçues. Cette intervention dans Le Monde a fait un petit peu de bruit ce matin. Beaucoup de médias parlent d'éventuelles dissensions avec le président Macron. Je voulais avoir votre sentiment sur la question. Écoutez, on est totalement aligné avec le président de la République. Donc il a donné un cap que chacun connaît. Il m'a chargé de préparer à la fois un programme de gouvernement sur des sujets très concrets pour les Français, sur des sujets qui les préoccupent comme la santé, l'éducation, la transition écologique, précisément le travail. Donc je suis en train d'échanger, notamment c'est le sens de mon déplacement aujourd'hui dans le département, sur les enjeux de santé. Je pense que tout le monde peut être inquiet sur la capacité à accéder aux soins, donc le cap est clair et moi je suis au travail pour préparer ce programme de gouvernement en lien et à l'écoute des Français. Alors un programme de gouvernement effectivement très large, il n'y a pas que la retraite, il y a bien d'autres thématiques qui composent ce programme de gouvernement. Mais on va rester juste un petit moment sur la retraite avec Naïs, qui est étudiante et qui, c'est elle qui pose une question sur la retraite. Et ça a du sens. Donc tout d'abord, bonjour, je m'appelle Naïs Bessaguet, j'ai 22 ans et je suis en 3e année à l'école de commerce qui se situe à Rodez, l'EGC. Et en tant que jeune, c'est vrai qu'on n'est pas forcément directement amené à se poser la question de la retraite. Mais c'est vrai, quand on voit comment ça touche nos proches, on se dit, nous, comment on doit préparer l'avenir ? Est-ce que ça veut dire qu'on va être amené à travailler encore plus longtemps, plus tard ? Est-ce qu'on doit se préparer à faire nous-mêmes une retraite ? C'est vrai que c'est encore un peu vaste pour nous, les jeunes. Alors, je pense que c'est très important qu'on partage tous le fait qu'on a un modèle social assez unique en France. On parle santé, il peut y avoir des difficultés d'accès aux soins, mais on a un très beau système de santé dans lequel, quand on est malade, on est pris en charge et on a des soins gratuits, notamment quand on est sur des pathologies graves. Et au cœur de notre modèle social, il y a un système de retraite par répartition. Un système de retraite par répartition, donc ça veut dire que c'est une solidarité entre les Français, c'est ceux qui travaillent, qui payent les pensions de ceux qui sont à la retraite. Je pense que c'est quelque chose de très fort et qui exprime quelque chose qu'on ne se dit peut-être pas assez tous les jours, c'est qu'on est dans un même pays dans lequel on est solidaires les uns des autres, dans lequel on est solidaires aussi entre générations, puisque les actifs financent les pensions des retraités. Et donc cette réforme, elle vise à sauvegarder ce système de retraite par répartition qui est au cœur de notre modèle social. Ce qu'on a constaté, c'est que il y a de moins en moins d'actifs par retraité. Vous savez, quand le système, dans les années 70, on avait 3 personnes qui travaillaient pour payer la pension d'un retraité. On est passé à 2, et puis aujourd'hui on est à 1,7, demain 1,5, donc on voit bien que le système ne peut pas fonctionner comme ça. Si on a moins d'actifs pour payer des pensions des retraités, soit les retraites baissent, soit chaque actif doit payer beaucoup plus. Donc c'est ça qui est au cœur de la réforme des retraites, notre volonté de préserver un des piliers de notre modèle social.
D'accord, merci, très bien. Et ensuite, plus pour revenir, vu que je suis étudiante et que pour être le porte-parole des jeunes, entre guillemets, dans l'enseignement actuel, aucune matière politique ni civique, mis à part l'éducation morale et civique qui est enseignée au lycée, qui perd énormément d'heures dû à un programme beaucoup trop chargé et beaucoup trop généraliste. Comment vous, le gouvernement ou le ministère de l'Éducation nationale, pourrez faire en sorte d'apporter ce goût à la politique pour les jeunes, pour qu'ils sachent de quoi on parle et dans quel milieu on évolue? Oui, moi je pense que on ne va pas faire des cours de politique dans les écoles. Je pense qu'assez vite, ça pourrait créer des polémiques. Je pense que c'est important qu'on prenne ces temps, comme vous l'avez dit, d'enseignement moral et civique, et qu'on arrive à réserver le temps qui est prévu, qu'on encourage l'engagement aussi. C'est ce qu'on peut faire par exemple avec les éco-délégués. Je pense que c'est bien que des jeunes s'engagent notamment sur ces causes écologiques pour tout le collectif scolaire, si je peux dire. Et je pense que c'est bien qu'on offre des opportunités d'engagement aux jeunes. C'est ce qu'il y a derrière l'idée du SNU aussi, par exemple. C'est ce qu'il y a derrière le développement des services civiques. Et puis, moi, je voyais la semaine dernière des jeunes qui étaient dans un conseil municipal des jeunes. Je pense que c'est très important que chacun mesure ce que font les élus. Que chacun mesure que quand on a une élection municipale, ça vaut la peine d'aller voter, contrairement à ce qui a pu se passer aux dernières élections, parce que le maire, il a la capacité à changer votre vie quotidienne. Il peut décider de faire des places en crèche ou pas. Il peut décider de remettre de la végétation en ville ou pas. Il peut décider de construire des logements ou pas. Et je pense que c'est très important que les jeunes mesurent qu'il y a des choix et qu'il y a plusieurs projets qui peuvent être sur la table et que ça vaut la peine de s'engager, déjà de voter, et puis que ça peut même être aussi passionnant de s'engager pour sa ville, pour son département, sa région ou son pays. Merci beaucoup, madame. Alors c'est aujourd'hui la journée mondiale de la santé. Vous avez choisi l'Aveyron pour présenter un peu les axes de travail du gouvernement dans cette thématique. Madame Chauchard, vous êtes cadre de santé, vous connaissez parfaitement bien également quel est le quotidien des soignants dans un département comme l'Aveyron, et je crois que vous avez des préoccupations qui vous viennent à l'esprit. Bonjour, donc moi je suis soignante depuis 28 ans, avec une évolution de carrière puisque je suis aujourd'hui cadre de santé et responsable qualité sur un SSR dans un petit village à côté de Rodez. L'engagement en fait de nos établissements, peu importe lequel il est en fait, on s'engage au quotidien pour essayer d'être dans notre parcours de soins et d'apporter le maximum que l'on peut. Mais on voit qu'aujourd'hui, tous les acteurs du parcours de soins, les établissements publics, le privé, les SSR, l'hospitalisation à domicile, les professions libérales, on essaie de se coordonner au mieux, mais on voit qu'on est obligé, que cette coordination, et des fois elle est fragilisée parce qu'on est nécessaire dans une adaptation en permanence de nos organisations pour essayer d'améliorer notre offre de soins. On voit aujourd'hui le manque de soignants, le problème de recrutement, soignants et médicaux, qui fragilisent encore cette coordination et nos organisations. Et aujourd'hui, on est dans du questionnement en tant que soignant, de savoir un petit peu où on va, comment on retrouve un petit peu notre sens au travail et avoir une perspective un petit peu dans l'avenir. Donc ma question, c'est de savoir qu'est-ce que vous allez nous proposer, mais vraiment en concret en fait, pour qu'on retrouve ce sens au travail, parce qu'il ne faut pas épuiser un peu notre ressource d'envie toujours d'être là pour nos patients, surtout sur notre territoire où on a besoin, beaucoup de personnes âgées, l'offre de soins est liée, on essaie de se spécialiser, vous l'avez visité ce matin au centre hospitalier, dans notre petite structure aussi, on essaye d'avancer et de se spécialiser, les SSR en cardio respiratoire, les post-Covid, etc. Mais des fois, on est en manque de repères. Et on a l'impression d'être pas serein pour l'avenir, parce qu'on n'a pas de vision concrète, en fait, du terrain. Et on essaye de s'adapter et de mieux faire. Mais est-ce qu'on fait bien, en fait ? Vous êtes dans un métier qui est formidable et qui a beaucoup de sens. La semaine dernière, j'ai eu l'occasion d'échanger dans un autre face au lecteur avec une infirmière qui était dans un service d'urgence, qui disait quand on voit qu'on a sauvé une vie, on se dit qu'on a un métier qui a du sens. Notre responsabilité, c'est de vous permettre de l'exercer pleinement
en n'ayant pas des tracas permanents voilà, sur des démarches administratives et autres. C'est la première réponse qu'on veut donner, c'est vraiment de libérer les médecins, les soignants de ces démarches administratives. Alors c'est des réponses différentes. En ville, c'est permettre d'ici la fin de l'année prochaine de recruter 10 000 assistants médicaux. C'est des gens qui vont permettre aux médecins de se consacrer à ce qui est le cœur de leur rôle, c'est-à-dire soigner les gens et pas remplir des formulaires ou faire des papiers. Et au sein de l'hôpital, on veut aussi arriver à changer les organisations aussi pour libérer du temps des soignants aux côtés des malades. Ça passe sans doute par des organisations, revenir à des services, des organisations à taille humaine, où on prend mieux en compte le collectif de travail que sont les soignants, d'être plus attentif au fait d'avoir des plannings à l'avance, de ne pas être perturbé en permanence parce que vous croyez que vous pouvez, que vous avez un moment de repos, puis on vous rappelle à l'hôpital. Donc je pense que c'est très important de pouvoir donner cette capacité à articuler sa vie professionnelle avec sa vie personnelle. On a à redonner de l'attractivité au métier de soignant. On a une réflexion qui est en cours avec les professionnels aussi pour permettre qu'il y ait des vrais parcours professionnels. Quand on démarre aide-soignant, comment on peut passer infirmière, comment on peut devenir cadre de santé. Je pense que c'est très important de donner aussi des perspectives à chacun. Et puis je l'ai dit ce matin, je pense qu'il faut aussi qu'on facilite la vie quotidienne des soignants en se préoccupant de leurs conditions de logement. Ça peut être dans des grandes villes, c'est une vraie difficulté pour les soignants de pouvoir se loger, qu'on accompagne l'État, les collectivités, le logement, qu'on les aide aussi sur les gardes d'enfants, qu'on leur facilite leur vie quotidienne. Et vous voyez, j'ai été très impressionné par ce que j'ai vu ici dans l'Aveyron, que ce soit la maison de santé rurale ou à l'hôpital. Finalement, on voit que c'est vraiment un enjeu, c'est vraiment une question de personnes qui peuvent mettre de l'enthousiasme et aussi de fierté qu'on peut avoir quand on a par exemple des nouveaux matériels, des services performants. Je pense que ça donne de la fierté. Et dans le cadre du Ségur de la santé, on a prévu beaucoup d'investissements pour rénover les hôpitaux, les équiper. Je pense que c'est aussi quelque chose qui redonne de la fierté et du sens au métier. Merci. Alors, redonner du sens au travail, c'est un enjeu. Et un enjeu, c'est peut-être aussi, toujours en restant dans le travail, le coût du travail, précisément. Vous êtes chef d'entreprise, Monsieur Burguer, et vous nous dites que le coût du travail est une grande préoccupation que vous rencontrez, que vos clients également, dont vos clients vous font part. Expliquez-nous un petit peu le coût du travail. Bonjour madame, donc oui, Fabien Burguer, chef d'entreprise. Il y a 7 ans, j'ai cofondé une marque de vêtements qui s'appelle Le T-shirt propre. Donc c'est une marque de prêt-à-porter éco-responsable où on s'est fixé comme objectif de concevoir nos vêtements le plus proprement possible. En 7 ans, après un travail acharné de relocalisation, on a réussi ce matin même, c'est tout récent, à proposer le premier t-shirt 100% fabriqué en France. Donc c'est un t-shirt qui pousse dans le nord de la France, qui est transformé... pardon ? C'est du lin, oui, tout à fait, un t-shirt en lin, qui est entièrement transformé sur le territoire. Et donc tout va bien pour nous, on a réussi notre objectif, mais depuis ce matin j'ai un gros problème. J'ai poussé cette initiative auprès de nos clients, auprès des Français, à qui on demande de consommer de plus en plus local dans une notion de maximiser l'économie locale et minimiser l'impact environnemental de notre consommation. Et les premiers retours que j'ai sont unanimes ou quasiment unanimes. Ce t-shirt coûte 65 € à prix de vente, avec des marges qui sont vraiment réduites pour nous. Et ce qui me gêne en fait, c'est que j'ai l'impression que mes clients, c'est des Français. Les personnes avec qui je bosse aujourd'hui, on est une trentaine de collaborateurs sur ce projet, n'ont pas les moyens de se payer leur propre fabrication. Ça me gêne parce que quelque part, moi quand je les paie, ils me coûtent à peu près
4 000 €. On va m'enlever des charges, donc eux vont toucher 2 000 €. À ça, on peut encore soustraire peut-être une part d'impôt sur le revenu. On va tomber à 1 800 € grosso modo. Et sur l'ensemble de leurs achats, on va encore enlever 20%. Donc on va tomber à 1 500 € grosso modo. Donc entre ces 4 000 € de départ et ces 1 500 € à l'arrivée, où va l'argent? Qu'est-ce qu'on en fait? Pourquoi il n'est pas dans la poche des gens? Pourquoi on ne les aide pas à consommer plus local, à consommer des produits qu'ils fabriquent eux-mêmes? Et pourquoi ils sont contraints et forcés aujourd'hui de consommer des produits qui viennent de l'autre bout du monde et qui sont fabriqués par une main-d'œuvre souvent exploitée? Alors j'espère qu'ils ne sont pas obligés. En tout cas, on fait tout pour qu'on change un peu de modèle de consommation. Dans le précédent quinquennat, moi j'étais ministre de l'écologie et on a fait une loi dont je suis assez fier, qui s'appelle la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire et qui vise à sortir peut-être d'une mauvaise spirale dans laquelle on s'est mis, où il faut toujours que ce soit moins cher. Et en fait, on se met à acheter des produits, alors de l'électronique pas chère qui n'est pas réparable. On s'est mis à acheter un t-shirt. Dans ma jeunesse, il y avait la mode d'été et la mode d'hiver. Là, il y a la mode de toutes les semaines. Et finalement, je pense qu'on a vraiment à se questionner collectivement sur le modèle de société qu'on veut et sur le modèle de consommation qu'on veut. Moi, je suis absolument convaincu, de toute façon, que c'est insoutenable à l'échelle de la planète, si on continue à consommer et à jeter autant, et que même d'un point de vue économique, pour chacun, finalement, d'acheter un t-shirt qui va disparaître dans la machine à laver au bout de 3 lavages, ou d'acheter des produits de qualité qui vont tenir plus longtemps, je pense que c'est le deuxième choix qui est le bon. Donc je pense qu'on a à encourager le développement de produits de qualité. Enfin, vraiment, c'est ce modèle de consommation que moi je souhaite encourager, et on a y compris des financements, des subventions, justement pour un fonds. C'est un fonds pour donner un bonus pour alléger le coût des réparations. Et ça vaut aussi pour le textile, pour les chaussures et pour le textile. Donc il faut absolument qu'on arrive à sortir du cercle vicieux dans lequel on s'est mis, de produits pas chers, qui tiennent très peu de temps, qu'on jette pour passer à autre chose. Donc je suis convaincu que vous êtes sur la bonne ligne et une ligne d'avenir. Après, vous dites pourquoi il y a des cotisations sociales et pourquoi il y a des impôts. C'est là où je voulais en venir, parce que je pense que la volonté, elle est partagée par tout un chacun aujourd'hui. On sait qu'il faut consommer de manière plus locale et plus responsable. Le problème, c'est qu'on ne peut pas le faire. Le problème, c'est qu'on n'a pas les moyens de le faire. Moi, je suis confronté tous les jours à des personnes qui me disent: on adorait porter vos t-shirts, déjà parce qu'ils sont magnifiques et ça on les comprend, mais surtout parce qu'ils sont fabriqués localement. Et tout ce qui a été mis en place sur la réparation, sur le fait que les produits peuvent être recyclés de manière plus simple, j'ai l'impression que ce sera largement pas suffisant, du moins pour cette industrie que je maîtrise, qui est l'industrie textile. Les gens ont la volonté vraiment de consommer local, mais on est entre un t-shirt à 65 € qu'on propose aujourd'hui et un t-shirt à 2 € qu'on peut trouver importé de l'autre bout du monde. Je crois qu'il y a un problème, et moi, oui, je vous parlais du coût du travail, mais je peux aussi parler de l'exemple de la TVA. Je ne comprends pas en quoi aujourd'hui notre t-shirt serait aussi taxé qu'un t-shirt qui vient de l'autre bout du monde, qui serait taxé à 20% de la même manière, alors qu'on sait que clairement il faudrait surtaxer les produits qu'on veut qu'on consomme moins. On sait que c'est une solution, on sait que ça marche avec la cigarette, on sait que ça marche avec tout un tas d'autres. Oui, alors peut-être quand même se redire que les cotisations sociales et les impôts, ils servent à quelque chose. Ils servent à payer nos services publics, notre modèle social. Il y a beaucoup d'allègements de charges qui ont été mis en place. En particulier, vous savez, dans le précédent quinquennat, il y avait le crédit d'impôt compétitivité emploi, le CICE, qu'on a pérennisé en baisse de charges. On a aussi baissé des charges salariales en supprimant les cotisations
maladie et chômage pour les salariés en les remplaçant par de la CSG, c'est-à-dire finalement un impôt qui pèse sur tous les revenus et pas simplement les revenus du travail. Donc on fait le maximum pour baisser les cotisations sociales, les charges, mais après, je vous dis, on a à financer aussi, vous savez tous qu'on ne présente pas un budget chaque année, quand on est l'État, en bénéfice. On présente un budget en déficit et c'est un souci auquel il faut aussi qu'on soit attentif. Mais je pense qu'il faut qu'on continue effectivement à favoriser des produits qui sont écologiquement responsables. C'est sans doute une réflexion qu'il faut qu'on approfondisse. On a une première réponse pour laquelle notre pays, sous l'impulsion du président de la République, s'est battu dans le précédent quinquennat, c'est d'avoir ce qu'on appelle une taxe carbone aux frontières. C'est de dire, nous, on ne veut pas être en train de faire des efforts en France pour avoir des produits qui ont généré moins de gaz à effet de serre et puis être concurrencés par des produits qui viendraient d'ailleurs, par exemple d'Asie, dans lequel on a fait fonctionner les usines avec du charbon. Et là, on a obtenu au niveau européen d'avoir une taxe carbone aux frontières de l'Europe pour que nos producteurs ne soient pas désavantagés par rapport à ceux qui ont fait les efforts en France de produire avec des hauts standards écologiques. Je pense que cette réflexion, il va falloir la poursuivre pour vraiment favoriser des produits qui sont respectueux de l'environnement et qui sont aussi respectueux des salariés qui les produisent. Et puis peut-être dire, vous voyez, c'est parce que quand vous regardez dans l'électroménager, par exemple, je pense que pour les personnes, c'est mieux d'acheter un frigidaire qui va durer 10 ans, qui coûte un peu plus cher, mais qui est réparable et qui va durer 10 ans, que d'acheter 5 frigidaires qui vont durer 2 ans. À la fin, on est gagnant quand on fait ça. Peut-être qu'il faut qu'on s'assure que pour des gens qui ont des revenus modestes, on les aide à financer le frigidaire plus cher. D'où ma question sur la TVA, puisqu'au final, c'est l'impôt le plus inégalitaire. 20% sur quelqu'un qui touche 1000, 1500 euros, ça n'a rien à voir qu'avec 20% sur quelqu'un qui touche 10 000 euros et qui ne consomme que 3 000 euros, par exemple. D'où ma question sur la TVA. Est-ce que ce ne serait pas un levier justement pour remettre un peu d'égalité sur la consommation responsable ? On va avoir ce débat, mais en général, comme on n'a pas des excédents de recettes, ça veut dire qu'il faudrait se demander où est-ce qu'on augmente. Et là, c'est les débats qu'on a tous les ans quand on présente le budget. On a plutôt des gens qui nous proposent des dépenses en plus. Il n'y en a pas beaucoup qui nous proposent des recettes en plus, ou plutôt en général, chacun dit la recette qui me concerne, je préférerais qu'on la baisse. Vous n'avez qu'à augmenter celle des autres, mais en général, on n'a pas encore trouvé. On peut continuer à y travailler. Mais voilà, moi j'entends ce que vous dites et je pense que c'est important qu'on réfléchisse en européen à la façon dont on peut privilégier des produits qui respectent nos objectifs écologiques et qui respectent notre modèle social. Je crois que M. Burger a un cadeau pour vous, qu'il vous donnera tout à l'heure, il m'en a parlé. Beau Voilà. t-shirt. Votre futur t-shirt préféré, Voilà. promis. Les produits de qualité, le consommer local, minimiser l'impact environnemental. Bonjour, Laurent. Je crois que ce sont des choses qui parlent à M. Laurent Treille, qui est agriculteur dans l'Ouest Aveyron. Bonjour madame, Laurent Treille, agriculteur à l'Ouest Aveyron, en bovin, viande et caprel lait. J'ai 2 questions. Vous nous avez demandé à l'agriculture de monter en gamme. On a des coûts financiers pour produire de plus en plus importants. Avec l'inflation, ils ont augmenté de 25 à 30%. Et on a de plus en plus de charges administratives. Et on nous avait dit que vous réduiriez les charges administratives, vous les simplifieriez. Ce n'est pas du tout le cas. Au contraire, chaque année, il y en a encore plus. Et est-ce que vous comptez faire appliquer la clause miroir pour les produits importés, pour lesquels on ne peut pas lutter financièrement ? Alors oui, sans aucun état d'âme, on doit faire appliquer les clauses miroirs. Ça, il n'y a pas de... Vous ne faites pas pour les Sur quoi, par exemple ? Sur le bovin viande, notamment le Mercosur, vous êtes en train de... Ah non, attendez, le Mercosur, on n'a pas signé le Mercosur, là. Et par ailleurs, on a bien dit que pour signer des accords commerciaux, maintenant, on demande que les régions du monde avec lesquelles on peut avoir des accords respectent
nos objectifs fondamentaux et notamment, par exemple, les objectifs climatiques. Mais enfin, je partage complètement le fait qu'on ne peut pas demander aux agriculteurs en France de ne pas utiliser certains produits phytosanitaires et puis faire venir de l'autre bout de la planète des produits qui ont utilisé ces produits phytosanitaires. Enfin, franchement, je peux vous assurer qu'on est bien déterminé à appliquer des clauses miroirs et on le dit, on le redit au niveau européen et je pense que tous les agriculteurs européens ont cette même préoccupation. Mais peut-être sur les simplifications, alors vous savez qu'on avait relancé la démarche le comité de révision des normes qui doit précisément essayer de simplifier. Il faut être très vigilant. Il arrive parfois qu'on veuille faire des simplifications et qu'après ce soit plus compliqué. Donc je pense que ça veut dire qu'on a vraiment besoin de travailler très étroitement avec la profession, ce qu'on fait dans ce comité de révision des normes. Vous avez vu aussi qu'on a plaidé pour un droit à l'erreur sur la nouvelle politique agricole commune, donc celle qui va se mettre en place. On a bien intégré ce droit à l'erreur et je pense qu'il faut vraiment qu'on soit... Enfin, je partage complètement la préoccupation, on en parlait pour les soignants et ça vaut pour les agriculteurs, qu'on fasse vraiment attention. D'abord, ce droit à l'erreur, il est dans la loi depuis le précédent quinquennat. Il s'appliquera maintenant pour la politique agricole commune et à simplifier nos procédures. Mais c'est pas toujours simple de simplifier en fait. Et peut-être en complément, je pense que dans le monde compliqué dans lequel on est, c'est important aussi que les chambres d'agriculture jouent bien leur rôle de conseil auprès des agriculteurs. Et je pense qu'on peut aussi compter sur elles. En tout cas, quand je discute avec le... Oui, mais si vous voulez, moi ce qui me gêne, c'est que chaque fois ça a un coût. Ces charges administratives ont un coût. Tout ce que vous mettez en place, alors je ne discute pas ça, mais pour nous, ça a un coût, soit en temps de travail, soit financier, qui se rajoute aux coûts de production qui sont normaux. Enfin, on ne peut pas passer à la sortie, on ne peut pas passer ça financièrement, et on le voit avec la crise, même si on est monté en gamme, les gens ils peuvent pas acheter au prix. Alors il y a d'autres voies pour favoriser des produits de qualité locaux. Vous savez que c'est dans la loi Egalim qui a été aussi votée dans le précédent quinquennat, où il y a une obligation pour la restauration collective d'avoir 50% de produits bio, de produits de qualité, de produits locaux. Il faut être clair, ça n'est pas mis en œuvre. Et ceux qui sont censés le faire, alors déjà l'État n'est pas au rendez-vous et je peux vous assurer que je vais m'occuper qu'on tienne nous-mêmes nos obligations et les collectivités nous disent c'est compliqué, ok, regardons ensemble, mais je pense que vraiment une bonne façon d'encourager nos produits, c'est déjà que dans la restauration collective, on applique cette obligation. Et on va rester sur les produits de qualité, vous pourrez d'ailleurs vous en apercevoir tout à l'heure, avec Ghislain Anglade qui est boulanger à Rodez. Bonjour, alors Ghislain Anglade, moi ma question, au niveau de l'inflation, c'était très compliqué de gérer cette année 2022, était très compliqué à gérer au niveau des hausses des prix, surtout de la matière première et de l'énergie, mais bon l'énergie on en a assez parlé. Pensez-vous que ça va durer encore longtemps, le yo-yo du prix en fait, de l'inflation? Alors, tout ne relève pas de moi. Non, en fait, bon, je pense qu'on peut vraiment se dire que sur l'énergie, on a passé un choc qui était énorme. Le choc provoqué par l'arrêt de la vente de gaz de la Russie à l'Europe, c'est un choc considérable. Ça a fait flamber les prix du gaz et par les mécanismes compliqués de fixation des prix de l'électricité, ça a aussi fait exploser les prix de l'électricité. Ça arrivait par un coup de malchance au moment où une partie de notre parc nucléaire, qui normalement est un atout très important pour notre pays, puisque c'est une électricité décarbonée et pas chère, il y a une bonne partie qui, pour des raisons diverses, était à l'arrêt pour maintenance. Je pense on a a priori de bonnes raisons de penser que de ce côté-là, ça va être beaucoup plus stable pour l'avenir. Il faut que chacun soit conscient qu'on a mis en place des aides énormes pour passer cette période.
à la fois pour nous tous, citoyens, et pour les entreprises. Pour l'année 2023, je ne sais pas si, au bout d'un moment, les milliards, on ne sait plus bien ce que ça veut dire, mais c'est quand même 46 milliards d'euros pour protéger les Français et les entreprises de la flambée des prix de l'énergie. C'est pour ça que je vous dis qu'on espère que ça va vraiment se calmer, et on a de bonnes raisons de penser que ça va se calmer. Après, il y a toutes les matières premières qui se sont mis à coûter aussi plus cher. Là, c'est plusieurs raisons. Il y a le redémarrage après la crise Covid. Il y a dans beaucoup de pays l'économie qui était à l'arrêt, et puis tout est reparti en même temps. Les chaînes d'approvisionnement qui sont souvent compliquées, qui viennent des quatre coins de la planète, ont mis du temps à se remettre en marche. Et du coup, il y avait une demande qui était plus importante que l'offre de ces produits. Ça a fait monter les prix. C'est en train de se calmer. Et le choc aussi, qui est un choc d'abord dramatique pour ceux qui sont concernés de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, a aussi créé une pagaille importante sur les céréales, sur toute une série de produits, les engrais. C'est en train de se stabiliser sur beaucoup de matières premières. Donc du coup, nous, quand on discute avec les industriels, vous savez qu'on a demandé à la grande distribution de faire un effort sur ses marges pour proposer une série de produits en réduisant leurs marges habituelles pour que les Français puissent accéder à des produits qui soient à des prix abordables. Et on a aussi demandé aux industriels, c'est ce que vient de faire le ministre de l'économie Bruno Le Maire, maintenant d'accepter de renégocier avec la grande distribution parce que les prix des matières premières ont rebaissé. Et qu'on souhaite que le consommateur puisse en bénéficier le plus vite possible et que du coup il y ait moins de problèmes de pouvoir d'achat pour les Français. Alors les problèmes de pouvoir d'achat, les charges qui augmentent, la flambée des prix, l'inflation et toutes les préoccupations des citoyens, vous êtes un petit peu au cœur justement de ce que les citoyens vous confient et du travail qui est le vôtre. Madame Élodie Garde, vous êtes maire de Lassou, une petite commune rurale du Nord Aveyron. Et expliquez-nous, vous en sortez comment quand on est maire d'une petite commune comme ça ? Bonjour Madame la Ministre, donc, je suis très heureuse d'avoir cet échange aujourd'hui avec vous. Donc, je vais vous présenter rapidement la commune de La Soute. Donc, effectivement, je suis maire d'une petite commune rurale et j'ai vraiment saisi cette occasion. Je suis vraiment très heureuse aujourd'hui d'être là pour témoigner et faire partager en fait le plaisir que c'est que d'être un élu local, mais aussi les difficultés qu'on peut vivre parce qu'en ruralité, voilà, c'est un monde un petit peu sans doute à part. Alors la commune de La Soute, donc c'est une commune de 320 habitants qui compte, donc il y a une école, donc j'en reparlerai après, une école en classe unique. Donc une classe unique, ça veut dire des enfants de 3 à 10 ans, une enseignante pour des enfants en fait de 3 à 10 ans, donc assurer la qualité d'apprentissage. Une agence postale communale, on a une épicerie, 2 restaurants, un hôtel. On a une trentaine d'agriculteurs qui nourrissent la planète, font partie de tous ceux qui nourrissent la planète, des artisans et aussi un milieu associatif très riche puisque pour une commune de 320 habitants, il y a 8 associations et 7 artisans. Donc, voilà. Donc on a une dynamique rurale, locale qui lorsqu'on est élu, lorsqu'on est maire, mais aussi donc, une équipe municipale, c'est toujours très plaisant de sentir qu'on est acteur. Quand on est élu, on peut être acteur. Je rejoins ce que vous disiez tout à l'heure sur l'engagement. Oui, non, mais sur l'engagement, c'est vrai que c'est enthousiasmant de pouvoir participer à des chantiers. Et puis, une mairie, on a souvent, des petites, effectivement, j'aime bien le mot petite commune. C'est pas du tout péjoratif. Mais on a le sentiment qu'on est petit et qu'à un moment donné, on a envie qu'on disparaisse aussi. Et en fait, c'est l'échelon vraiment de proximité, le premier échelon de proximité, une mairie. Les gens poussent la porte naturellement parce qu'ils savent qu'ils vont rencontrer quelqu'un avec qui ils vont pouvoir discuter, qui vont pas forcément. Alors, on espère toujours que le maire apporte toutes les solutions, mais ça, c'est pas possible. Mais au moins, il y a une oreille attentive. Et c'est voilà. Donc, dans le sens de l'engagement local, c'est vraiment conforter et accompagner tout ce tissu associatif
pouvoir accompagner des projets structurants, pouvoir être un acteur de l'attractivité aussi, parce qu'on a une population, on le disait tout à l'heure, très vieillissante, mais on a besoin de renouveler les générations, on a besoin aussi d'accompagner vers le grand âge. Et à côté de tout ça, on a en tout cas, moi, me concernant, cette nécessité de vouloir maintenir le maximum de services publics. Et c'est vrai que quand on fait le tour de tout ça, alors j'ai parlé surtout de l'école, parce que l'école, c'est toujours c'est du yo-yo l'école, c'est-à-dire qu'on a des effectifs qui évoluent parce qu'on a une natalité qui est très fluctuante, parce qu'on essaye toujours d'accueillir de nouvelles populations, mais c'est pas toujours facile parce que déjà, il n'y a pas forcément de foncier constructible, parce qu'on n'est pas très attractif, parce qu'on a aussi des réseaux routiers, la mobilité aussi en ruralité est aussi très très importante. Et l'école, c'est vraiment le cœur de la vie d'une commune. C'est créateur de liens sociaux, mais c'est aussi donner la chance aux enfants de nos campagnes, aux enfants de nos agriculteurs, qui travaillent et qui n'iront pas ailleurs parce que c'est leur métier, parce que c'est leur passion, parce qu'ils ont leur famille, parce qu'ils ont le droit de bien y vivre. Et on est dans la difficulté. Donc l'école, on a toujours peur qu'elle disparaisse parce que c'est ce qu'on sent quand on sent qu'en fait, il y a des quotas. Alors, il y a certaines décisions qui arrivent d'en haut et qui parfois nous tiraillent parce que c'est pas pertinent, ce n'est pas révélateur de notre véritable réalité de terrain. Et lorsque on décide de supprimer un poste ou de fermer une école, on est sur des temps d'enfants par enseignant. Mais sauf que c'est difficile à entendre quand en milieu rural, on a des enfants qui ont entre 3 et 10 ans. Et on a besoin d'un enseignant, mais pour l'enseignant, c'est difficile. Et du coup, à côté, la commune, en fait, elle compense par des compétences des assistantes maternelles et ainsi de suite. Donc, on accompagne, mais c'est vrai que c'est des charges aussi supplémentaires pour la commune. Donc, voilà, l'école, c'est... et après, il y a tout le service au quotidien qui est la propreté, qui est l'entretien d'espaces verts. Et donc, sur les petites communes, on a des charges de fonctionnement qui augmentent énormément. Là, on est dans la période des budgets, donc on sait ce que c'est. On a des budgets de fonctionnement qui augmentent parce qu'on a aussi les charges en énergie là, qui augmentent. On essaye d'amener le maximum de services. Et de ce fait-là, on ne peut pas dégager suffisamment en fait, d'enveloppe à transférer dans l'investissement pour pouvoir amener des projets ensuite et pouvoir être là, se sentir vraiment acteur et pouvoir fédérer une équipe municipale. Donc on a la difficulté effectivement de ces charges de fonctionnement. Quand tout à l'heure je vous parlais de l'accueil, on a aussi la zéro artificialisation des sols. Vous l'attendiez, hein. qui est difficile à vivre en milieu rural. Parce qu'en Aveyron, mais je pense que c'est pas qu'en Aveyron, mais en Aveyron, on a le BIAIS. Je ne sais pas si vous connaissez le BIAIS. C'est le sens des choses. C'est-à-dire que le bon sens, voilà. Le bon sens. Et donc, quand on a des choses comme ça, comme la zéro artificialisation des sols, on se dit, mais nous, on ne se sent pas concernés parce qu'on a le BIAIS, le bon sens. Alors, je crois que Madame la Première ministre, avec le BIAIS, s'il vous plaît, va pouvoir vous répondre. Ouais. D'abord, depuis ce matin, je vois qu'il y a beaucoup de bon sens en Aveyron. Et effectivement, toutes les initiatives que j'ai vues dans le domaine de la santé, ça montre que quand on se met autour de la table et qu'on fait preuve de bon sens, on arrive à faire des grandes choses. Peut-être vous dire aussi que je pense que c'est une chance formidable pour notre pays d'avoir des élus locaux, des gens qui s'engagent. Voilà, enfin, vraiment, c'est ce qui tient le pays. Et je pense que Madame le disait bien, hein, les habitants, les citoyens, ils ont besoin de savoir où s'adresser quand ils ont une difficulté, de ne pas se sentir tout seuls. Et les maires, en proximité, apportent cette première réponse. Et puis ensuite, ils peuvent aider aussi les citoyens à se tourner vers les bonnes portes. Donc bravo. On veut travailler avec les associations d'élus sur le statut de l'élu, pour qu'il soit plus protecteur. Je pense que c'est quelque chose, à la fois plus motivant et plus protecteur. Je pense que c'est quelque chose d'important. Et puis par rapport à ce que vous évoquez aussi,
Quand on est une petite commune, on n'a pas forcément beaucoup, on n'a même en général pas du tout de services. Et c'est important qu'on puisse vous aider en ingénierie. Je pense que quand vous voulez monter des projets, alors les départements parfois apportent une aide, mais l'État en tout cas souhaite simplifier et apporter du soutien en ingénierie pour les petites communes pour pouvoir monter leurs projets. Ensuite, sur le maintien des services publics, hein, je pense que le président de la République, après la crise des Gilets jaunes, l'avait vraiment bien affirmé. Il faut qu'on maintienne des services publics. On ne peut pas se dire que tout se fait par Internet et que les gens n'ont pas besoin de services publics de proximité. Donc on a vraiment inversé la tendance qu'on avait depuis des décennies dans notre pays d'abord en arrêtant de regrouper tous les services de l'État au niveau régional et en redescendant au niveau des préfectures et même en rouvrant des sous-préfectures. Et puis ensuite, on a lancé des maisons France Service. La promesse qui avait été faite, c'est d'avoir une maison par canton, donc on y est et on continue à en développer. Je crois qu'on est à 2600 aujourd'hui, on devrait être à 2750 à la fin de l'année et c'est important qu'on ait des lieux dans le territoire où on a un accueil physique et on peut parler à des personnes quand on cherche à accéder à un service public. Ce que vous dites sur l'école, là aussi, moi j'en suis aussi bien consciente. C'est pour ça que la semaine dernière, j'ai annoncé qu'on voulait sortir de la démarche annuelle où à partir du mois de décembre ou du mois de janvier, vous pouvez voir tomber une décision de fermeture de classe pour la rentrée suivante. Il faut qu'on puisse davantage travailler département par département pour partager ce que vont être les évolutions de la démographie. Parfois, moi je l'ai vu dans ma circonscription, qui est aussi une circonscription rurale, le maire dit on est en train de me fermer une classe, alors que j'ai construit un lotissement et que dans quelques années, il va y avoir des enfants qu'il va bien falloir scolariser. Donc il faut qu'on puisse prendre le temps, avoir un lieu où on se parle de ce que vont être les évolutions sur les prochaines années, et puis qu'on donne de la visibilité à 3 ans pour avoir le temps de s'organiser, éventuellement de mettre en place les réseaux intercommunaux où on peut avoir... Peut-être c'est difficile pour le professeur qui a des tout petits et qui fait tout le primaire. Peut-être que ça peut être entre 2 communes qui prennent les premières classes d'un côté, les classes des plus grands de l'autre côté. Mais ça suppose que vous n'ayez pas l'épée de Damoclès au-dessus de la tête tous les ans et qu'on vous donne de la visibilité pour vous permettre de vous organiser. Donc c'est ce qu'on va faire. Alors en Aveyron, on a des petites communes rurales, petites entre guillemets bien sûr, mais on a aussi des villes moyennes et non des moindres, puisque Rodez, qui est une ville moyenne, compte 3000 étudiants. Alors je me retourne vers Naïs, qui a ouvert ce tour de table, qui va le refermer maintenant pour conclure, avec une question concernant que les étudiants se posent énormément. C'est très difficile de faire ces études dans des grandes villes. C'est beaucoup plus simple peut-être de les faire dans une ville moyenne. Que faut-il faire pour les inciter à y venir ? Voilà, donc moi je vais revenir sur la question de l'attractivité. On a vu il n'y a pas longtemps, grâce à des sondages qui sont sortis il y a moins d'un mois, que Rodez était la 2e ville où la condition de vie est la meilleure. Cependant, en tant qu'étudiante, j'ai pu remarquer qu'on avait des manques en tant que personnel hospitalier ou encore en formation post-bac. On a beaucoup de formations telles que des collèges ou des lycées par exemple sur Rodez, mais c'est vrai qu'on n'a pas assez de formations post-bac qui malheureusement pousse beaucoup d'étudiants à partir sur des grandes villes où les conditions de vie sont bien moindres qu'en Aveyron et où le pouvoir de la précarité étudiante explose. Malheureusement, donc vous, le gouvernement, comment vous pouvez inciter les populations de manière générale, mais encore plus les étudiants, à venir étudier dans des villes moyennes, je parle de Rodez, mais d'autres villes tout autant, tout en montrant les points forts et les bienfaits des villes moyennes que ça peut apporter sur les étudiants. Alors, je pense que tout le monde est en train de redécouvrir la qualité de vie qu'on peut avoir dans les villes moyennes et que de ce point de vue-là, la crise Covid a peut-être fait un peu un électrochoc pour se dire qu'on vit mieux. Il y a beaucoup d'endroits où on vit mieux dans des villes moyennes, voire dans la ruralité. Et ça a fait réfléchir un peu chacun sur son projet de vie personnel. Je pense qu'il faut qu'on permette du coup aux étudiants, aux jeunes,
de découvrir la qualité de vie dans nos villes moyennes. Vous savez, on signait tout à l'heure avec le maire de Rodez un contrat qu'on va avoir ensemble pour construire des internats pour accueillir des étudiants dans ces professions de santé. Ce que j'ai pu voir dans mon déplacement aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont venus ici comme internes, qui sont venus ici, on va dire, ça peut être en stage dans leur parcours d'études et qui ont envie de rester. Donc il faut, par exemple, avec des actions comme proposer des hébergements pour les étudiants, leur donner l'occasion de venir vivre à Rodez, ça leur permettra, ça va sans doute donner envie à beaucoup de jeunes de continuer leur vie professionnelle ici.